Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy. Sur Sud Radio. Bonsoir et bienvenue dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Ce soir, je vais aborder deux dossiers très différents l'un de l'autre. Alors pour la deuxième heure, on commence par là, nous allons découvrir ou redécouvrir l'interview que j'ai eu la chance de réaliser de Nick Pope, qui a été le responsable d'une cellule d'études des phénomènes OVNI à l'équivalent en France du ministère de la Défense. Lui, c'était donc en Angleterre et j'ai eu l'occasion de le rencontrer lors de son passage à Paris, c'était au mois de mars dernier, à l'occasion d'un repas ufologique. Il a été un des 14 intervenants de la célèbre maintenant conférence de Washington qui a eu lieu le 12 novembre dernier. Je vous rappelle d'ailleurs que j'ai consacré une émission à ce sujet, à cette conférence, avec entre autres comme invité Bernard Toinel qui était en direct avec nous depuis Los Angeles et James Fox, l'organisateur de cet événement qui lui était avec nous en direct depuis les Bahamas. Je ne résiste pas au plaisir de vous le signaler au passage. C'est une émission d'ailleurs que vous pouvez télécharger en podcast sur le site psylande.org. Nick Pope donc sera mon invité durant la deuxième heure. Mais pour la première heure, tout de suite, je vous invite à aller faire un petit tour dans la région parisienne, dans la basilique d'Argenteuil, pour y découvrir une tunique qui fait partie des 3 reliques majeures de la chrétienté. La première est en Italie, il s'agit du suaire de Turin. La seconde relique est en Espagne, il s'agit du suaire d'Oviedo. Et la dernière est à Argenteuil, en banlieue parisienne, et c'est la tunique d'Argenteuil. Ces 3 étoffes auraient appartenu au Christ. La tunique d'Argenteuil est tachée de sang, peut-être. Si oui, à qui a appartenu ce sang? Et vous allez découvrir qu'un test ADN a été réalisé sur justement cette tunique d'Argenteuil. Nous allons donc découvrir ce dossier passionnant avec mon premier invité. Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Docteur Philippe Bornet, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes docteur en médecine, écrivain, vous êtes un ancien journaliste et vous venez de publier en compagnie du professeur Gérard Lucotte un livre aux éditions Trait Daniel qui s'intitule Sanguis Christi avec un sous-titre, enfin la traduction exactement, Le sang du Christ, autrement dit une enquête sur la tunique d'Argenteuil. Tunique d'Argenteuil qu'on a eu l'occasion d'évoquer ici dans Les Aventuriers de l'étrange avec André Marion qui avait publié avec le professeur Gérard Lucotte il y a quelque temps un livre sur le linceul de Turin et la tunique d'Argenteuil. Alors, docteur Philippe Bornet, dites-nous un petit peu d'abord pour situer un petit peu l'objet de notre attention de ce soir, où se trouve la tunique d'Argenteuil et ce qu'elle est vis-à-vis du grand public, de la République, puisqu'il l'a classée monument historique. Et oui, c'est un paradoxe de cette relique qui théoriquement devrait appartenir à l'Église, d'appartenir à la République française depuis la crise des inventaires du début du XXe siècle. Ouais. Donc cette tunique a la particularité d'être une des 3 reliques essentielles de la chrétienté, puisque si l'on en croit la tradition, et je pense que la tradition est fondée, ce serait en quelque sorte le sous-vêtement, le t-shirt du Christ, et donc Jésus la portait après avoir été flagellé, il l'a remise, oui, et il a grimpé sur le Golgotha avec cette tunique. Donc cette tunique est monument historique depuis 1979. Mmh. Alors, les 2 autres reliques majeures de la chrétienté, ce sont le linceul de Turin, que tout le monde connaît. Bien sûr. Et aussi le suaire d'Oviedo, qui est moins connu. Alors, une distinction importante. La tunique d'Argenteuil, c'est un vêtement, un sous-vêtement plus exactement. Oui. C'est en quelque sorte la relique de la Passion. Mais les 2 autres reliques ne sont pas des vêtements, ce sont des linges mortuaires, et donc ils étaient destinés à envelopper un corps. Le linceul enveloppait la totalité du corps, voilà, et le suaire d'Oviedo, qui probablement a été posé en premier, est une sorte de linge qui n'enveloppe que la tête. Voilà, c'est ça. Voilà, donc au niveau de la tête, vous avez 2 couches, si j'ose dire.
la couche du suaire qui se trouve à Oviedo en Espagne et la couche du linceul qui se trouve aujourd'hui à Turin. Et donc vous avez avec le professeur Gérard Lucotte consacré donc ce livre à cette tunique d'Argenteuil dont il faut bien avouer quand même qu'elle est extrêmement peu connue, extrêmement peu populaire, surtout au regard du suaire de Turin. Mais je ne la connaissais pas moi-même il y a encore 3 ans quand j'en ai parlé pour la première fois avec le professeur Lucotte, grâce à un de vos confrères journalistes sur une autre radio. J'ai entendu le professeur Lucotte en parler. Alors Lucotte et moi, nous nous connaissons depuis 20 ans. Je lui ai téléphoné immédiatement et je lui ai dit, écoute, il faut qu'on fasse ensemble un livre sur le sujet. Et cette tunique qui est en plus depuis 814, elle est à Argenteuil puisque Charlemagne l'a confiée à sa fille qui était abbesse. Et depuis cette période-là, sauf pendant les invasions normandes et une courte période lors de la Révolution française, elle est toujours restée à sa place à Argenteuil. Ça fait 12 siècles qu'elle est au même endroit. Donc si je peux me permettre cette phrase triviale, sa traçabilité, au moins jusqu'à cette période, est tout à fait avérée. Alors il y a 2 grands trous dans l'histoire de la tunique, malheureusement. Le premier trou, ce sont les invasions normandes. Alors il est probable, ça va vous paraître une hypothèse un peu farfelue, mais en fait c'est très logique. Nous avons un autre exemple dans la région parisienne qui est la statue de la Diège, une statue de la Vierge qui d'ailleurs a fait date dans l'histoire de l'art, qui a été cachée à la Révolution dans la niche même où elle se trouvait. C'est-à-dire qu'on s'est contenté de maçonner le mur et on l'a laissé à l'intérieur. Oui, ce qui n'était pas idiot. C'est pas idiot, d'autant plus que la relique reste à sa place, on risque pas de la perdre, etc. Et donc il est probable, il est même certain, puisqu'on a retrouvé 3 siècles après un document historique qui faisait foi de son authenticité, que donc la tunique a été insérée dans le mur où elle se trouvait et elle a été oubliée. Elle a été oubliée par l'histoire, et un jour, les moines qui avaient remplacé les religieuses dans l'abbaye d'Argenteuil, à l'occasion de travaux, ont retrouvé cette tunique avec les documents qui l'accompagnaient. Ce qui est quand même hallucinant, enfin, c'est très rocambolesque comme histoire. Oh, mais vous savez, l'histoire de la tunique, c'est un roman en plusieurs tomes. Il s'est passé d'ailleurs un petit peu la même chose à la Révolution française. Le curé de l'époque, puisque le culte avait été interdit par la Convention, le curé de l'époque a caché la tunique après l'avoir déchirée. C'était une assurance contre une perte totale. Il s'était dit, si je la découpe en petits morceaux et si je l'enterre à plusieurs endroits, eh bien au moins j'en récupérerai une partie. Voilà. Et donc des histoires extraordinaires comme celle-là, il y en a plein à raconter dans notre livre. Ouais. Et alors, on le comprend dès l'introduction de ce livre, le professeur Lucotte s'intéresse depuis une vingtaine d'années maintenant à cette tunique d'Argenteuil, qui, comme vous l'avez signalé au début de notre entretien, fait partie quand même des 3 reliques majeures de la chrétienté. Or, d'abord, elle est extrêmement peu populaire, très peu connue finalement. Ah, c'est oui. Et je ne sais pas, ce qu'on va dire n'est pas une incitation évidemment, mais elle n'est pas mise en valeur là où elle est exposée, voire même pas protégée du tout, quasiment pas quoi. Elle n'est pas très bien protégée, mise en valeur si, puisqu'elle est dans une basilique qui était construite spécialement pour elle, au 19e siècle, avec également une chasse qui a été ciselée il y a maintenant 150 ans. Donc c'est quand même une relique qui est valorisée, si vous voulez. Alors on peut toujours déplorer qu'elle ne soit pas mieux surveillée et qu'il n'y ait pas un minimum de surveillance policière. Bon, ceci dit, la tunique, on a vu d'autres tout au long de sa tumultueuse existence et peut-être a-t-elle le pouvoir de se garder un petit peu elle-même. Peut-être, oui. Alors, revenons un petit peu à l'histoire, parce que après tout, c'est la pierre angulaire, une des pierres angulaires de votre livre, l'historique de la tunique d'Argenteuil, et remontons, si vous le voulez bien, à sa source, c'est-à-dire lorsque le Christ l'a portée, ou du moins était censé la porter. Oui, alors donc, le Christ est flagellé d'une 60aine de coups de fouet. On lui remet sa tunique, probablement parce que les Romains sont des bourreaux professionnels extrêmement compétents, et ils savent très bien qu'une personne qui a reçu 60 coups de fouet, si elle continue à saigner, n'aura pas la force de porter une croix en bois qui pèse plusieurs dizaines de kilos. Donc on lui remet sa chemise, son sous-vêtement, et après avoir gravi le Golgotha et tombé, on lui retire de force cette chemise. Ce qui est en soi un supplice effroyable. Retirer le pansement qui colle à une plaie à vif, c'est quelque chose d'épouvantable. Donc on lui retire cette tunique, et après le supplice,
une loi romaine permet aux bourreaux de disposer des vêtements du supplicié et de les revendre pour en quelque sorte obtenir le salaire auquel ils ont droit en cas de bourreau. Donc il est probable que des proches du Christ rachètent non seulement la tunique, mais un petit peu tout le reste, en tout cas la tunique certainement. Et l'évangéliste Jean parle de la tunique comme s'il savait exactement où elle était. Et on a l'impression qu'elle a été cachée. Alors, où a-t-elle été cachée ? Eh bien, chez un nommé Simon, qui était corroyeur, c'est-à-dire qui était tanneur, qui préparait des pots, un métier qui était jugé impur, réprouvé par la société juive de l'époque comme impur, puisque les juifs ont des interdits, et donc un linge taché de sang est impur. Et donc, il est probable que Pierre avait demandé à ce corroyeur de cacher dans sa maison elle-même impure une tunique qui, pour être sacrée, n'en était pas au moins impure, et Jean, prêtre lui-même, n'aurait à aucun prix voulu la garder avec lui. Ouais. Et alors, une fois, parce que après, elle n'est pas restée chez Simon tout le temps, justement. C'est ça le problème. Oui. Parce qu'après, vous avez dû vous livrer à une espèce d'enquête policière comme ça à rebours pour remonter le temps et essayer de situer cette tunique tout au long de son histoire. Absolument. Et une fois qu'elle quitte la maison du corroyeur, on ne retrouve pas sa trace avant le VIe siècle, où on la retrouve à Jérusalem. Et on sait très pertinemment donc qu'elle faisait partie des reliques qui avaient été retrouvées par Sainte Hélène, la mère de l'empereur Constantin. Et elle était dans un coffre en marbre, semble-t-il, et elle faisait partie des reliques qui étaient conservées, mais avec beaucoup d'autres. Il semble d'ailleurs que les Perses, après avoir conquis la région, aient levé une amende sur les Jérusalémites, les habitants de Jérusalem, et ne leur ont rendu toutes les reliques qu'après avoir payé une forte somme d'argent, et on sait qu'à cette occasion, la tunique était présente. Après, la difficulté, c'est de savoir qui est devenu la tunique. Il y a deux versions, je ne voudrais pas rentrer dans les détails, c'est un peu long, mais la version classique est que Irène, impératrice de l'Empire romain d'Orient, étant veuve, aurait pu à l'époque épouser Charlemagne, empereur d'Occident, veuf lui-même, et en quelque sorte, sous l'égide du pape, reconstituer, c'était un projet grandiose, recoller l'Empire romain comme au temps de l'Antiquité. Donc, la tunique, à cette occasion, est passée de Byzance à Argenteuil. Elle était un cadeau diplomatique qui permettait, pour l'opinion de l'époque, de montrer que Charlemagne, qui était, passez-moi l'expression, un peu un plouc aux yeux des Byzantins. C'était un semi-barbare. Il n'avait pas forcément tort, d'ailleurs. Et par conséquent, on le remettait à niveau avec sa future femme, et on le désignait à l'opinion chrétienne européenne comme un des gardiens des reliques fondamentales. On le légitimait par là même. Exactement. C'était une légitimation à la fois religieuse et politique. Mais alors, ça c'est une des premières versions. La première version, la seconde consiste en quoi, si on peut la résumer ? La seconde version, elle n'est pas très différente, mais elle nous intéresse quand même parce que certaines personnes disent qu'au lieu que la tunique soit passée directement de Byzance à Argenteuil, elle serait passée directement de Jérusalem à Argenteuil, sans passer par Byzance. Ça n'a pas une très grosse importance pour le sujet qui nous occupe, c'est-à-dire savoir si elle est authentique ou pas. Ça a une certaine importance dans la mesure où on a fait des études de pollen et il peut être intéressant de savoir si oui ou non la tunique a transité par la rive sud de la Méditerranée plutôt que la rive nord. Alors, il semblerait qu'elle soit passée par le nord de la Méditerranée et tous les pollens qu'on a trouvés rendent tout à fait crédible cette hypothèse. Alors on va en parler en détail évidemment puisque c'est l'objet même de votre livre, l'étude scientifique de cette tunique. D'ailleurs, on se croirait par moments un peu comme dans ces séries américaines, vous savez, où la police scientifique se penche sur tous les indices laissés sur un vêtement, la qualité du vêtement lui-même, les traces, pour essayer de remonter la piste et de tracer donc le portrait robot de celui ou celle qui a porté cette
tunique. Oui. Alors, d'abord, est-ce qu'on peut la décrire, puisque vous nous l'avez dit, le curé, lors de la Révolution française, l'a découpée en plusieurs morceaux. Oui, exactement. Donc, qu'en est-il de son état actuellement? Eh ben, elle est dans un état assez pitoyable, d'abord parce qu'elle est couverte de moisissures, car le climat européen est assez néfaste à la conservation des tissus, surtout quand on les met dans le sol. Ouais. Donc ça c'est le premier point, elle a été abîmée. Et deuxièmement, un certain nombre de morceaux, comme vous l'avez compris, n'ont pas été retrouvés après la Révolution. Ouais. Et ce, d'autant plus que au Moyen-Âge, on avait, ça peut nous paraître un peu étrange à notre époque, mais ça a une certaine logique, on avait l'habitude de découper des petits morceaux des reliques Oui, tout et à de fait. les envoyer à une autre église. Mhm. Par exemple, si vous allez à Paris, regardez la couronne d'épines, eh bien vous verrez que cette couronne d'épines n'a pas d'épines. Parce que chaque épine a été cassée et elle a été envoyée dans une autre basilique, une autre église, Ouais. pour être offerte Mhm. aux chrétiens qui étaient loin de Paris. Ouais. Donc il s'est passé un peu la même chose. Il y a même un morceau qui a été offert au pape au XIXe siècle, et croyez-moi si vous le voulez, mais ce morceau, au Vatican, on ne sait plus où il est, on ne l'a jamais retrouvé. Une des hypothèses est que au XIXe siècle, lorsque l'Italie se réunifie, vous savez que le pape est en guerre contre la Savoie, et Contre il est Garibaldi. possible qu'il ait confié à chacun de ses soldats, ses zouaves pontificaux, Ouais. une petite relique avec un seul fil prélevé sur le fragment qu'il avait à disposition. Ouais. Donc la tunique est un puzzle incomplet. Mais par bonheur, le morceau le plus important, qui est le dos, est quasiment intact. Mhm. Voilà. Le dos où la personne qui a reçu les coups de fouet aurait laissé des traces de sang éventuellement Voilà. sur cette tunique. Mais vous savez, on a mis très longtemps avant de parler de taches de sang. Il faut bien reconnaître qu'à une certaine époque, et jusqu'au XIXe siècle, personne ne se préoccupait véritablement de savoir s'il y avait des taches de sang ou d'autres choses. La seule chose qui paraissait importante, c'était que la tunique était inconsutile, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas de lisière, elle était tissée d'une seule pièce. Oui. Et non seulement c'était important parce que ça permettait de la reconnaître, mais en plus, le mot inconsutile se trouve dans les évangiles, et en même temps, cette inconsutilité était un peu le symbole de l'unité de la chrétienté. Mhm. Et c'est seulement au XIXe siècle qu'un évêque de Versailles, Monseigneur Gou, se préoccupe de la tunique qui est déjà en assez mauvais état, donc il l'a fait coudre sur une pièce de tissu pour pouvoir l'exposer. Oui. Et à cette occasion, il fait un procès verbal et il note, en regardant la tunique à contre-jour, des taches, et il se demande si ce ne sont pas des taches de sang. Et déjà à cette époque, il fait intervenir les meilleurs scientifiques de l'époque, en particulier 2 pharmaciens, qui vont utiliser le savoir biochimique de l'époque et qui rendront un compte-rendu en disant « oui, ces taches sont bien des taches de sang ». Alors, docteur, on s'arrête un instant, une pause, et on se retrouve dans quelques instants dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio pour poursuivre cette chronique. Les Aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio ce soir avec un mystère historique tout à fait passionnant, digne du Da Vinci Code d'ailleurs, à travers un livre que je vous recommande paru aux éditions Guy Trédaniel, écrit par le professeur Gérard Lucotte et puis le docteur Philippe Bornet. Ce livre s'intitule Sanguis Christi, en latin, ça veut dire le sang du Christ, une enquête donc sur la tunique d'Argenteuil. Alors, docteur Philippe Bornet, juste avant de continuer plus loin, dressez-nous le portrait, je dirais scientifique, de Gérard Lucotte pour bien comprendre la sommité qu'il représente au niveau mondial concernant l'ADN, l'étude de l'ADN. Eh bien, Gérard Lucotte est, on peut le dire, je le dis à sa place, parce que est peut-être trop modeste pour le dire, mais c'est un des meilleurs généticiens au monde. En France, il a été un des tout premiers à créer un laboratoire de génétique. Et la génétique, comme vous savez, c'est l'étude des gènes et des chromosomes. Oui. Et Gérard Lucotte a commis un certain nombre de travaux scientifiques qui ont permis de dresser ce qu'on appelle des haplotypes.
Alors, un haplotype, c'est une sorte de carte d'immatriculation composée de plusieurs gènes qui sont associés toujours de la même manière. Oui. Or, parmi tous nos chromosomes, vous savez probablement qu'il y a 2 chromosomes dits sexuels. X et Y, c'est ça? Et Y, voilà. C'est même devenu, si ma mémoire est bonne, la désignation de 2 parfums, tout récemment. Tout à fait. Donc XX, c'est la définition de la femme, et XY, c'est la définition de l'homme. Y, c'est un chromosome qui vient de votre père, puisque votre mère n'en avait pas. Et votre père le tenait de son grand-père. Or, comme le chromosome Y, sauf cas absolument exceptionnel, ne se recombine jamais, c'est-à-dire qu'il reste toujours identique à lui-même, on a sur ce chromosome, comme sur tous les chromosomes, un certain nombre de gènes, et on peut remonter une filière paternelle de père en père, et donc on peut franchir les millénaires. On peut dresser comme ça réellement un arbre généalogique tout à fait infaillible. Eh bien, on peut en tout cas retrouver donc des configurations de plusieurs gènes, donc des haplotypes, qui permettent d'identifier des populations dans le monde. Par exemple les Basques ou les Berbères. Ou certaines populations ou sous-populations ou ethnies qui ont toujours la même configuration sur leur chromosome Y. Et ceci, c'est, il faut bien le reconnaître, une des découvertes du professeur Lucotte, qui en est un des meilleurs spécialistes actuellement. Voilà. Donc, ceci étant dit, on comprend bien que ce livre, en termes scientifiques, est absolument solide. Et vous avez tous les deux collaboré pour donc nous vulgariser ce propos, évidemment, concernant cette tunique d'Argenteuil. Alors, nous en étions restés au sang, aux éventuelles traces de sang. Vous nous l'avez dit, des pharmaciens, mais là nous étions au 19e siècle, avaient dit, écoutez, il s'agit effectivement de traces de sang. Bon, propos sujet à caution, évidemment, avec, on sait ce que la science du 19e siècle était par rapport à celle que nous avons, les outils dont nous disposons actuellement. Et évidemment, vous vous êtes penché sur cette tunique d'Argenteuil. Alors, quelles sont vos conclusions? D'abord, est-ce qu'on vous a laissé volontiers l'approcher? Alors, le professeur Gérard Lucotte n'a pas approché la tunique elle-même, puisque la tunique, en fait, n'est pas exposée en dehors de certaines périodes pour les pèlerinages, par exemple. Mais il a eu accès de manière officielle à un fragment prélevé de manière officielle en 2002, qui était destiné à une expertise textile. Le tout commandité par le sous-préfet d'Argenteuil de l'époque, et en collaboration avec, premièrement, les monuments historiques, qui ont une section textile, et deuxièmement, le commissariat à l'énergie atomique. Donc des prélèvements avaient été faits en présence de témoins, de caméras, etc. Et comme toujours en pareil cas, on prélève un échantillon, mais on ne l'utilise pas en totalité. Avec à la clé une datation au carbone 14, évidemment, sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure. Absolument, car c'est très important, c'est en quelque sorte le seul élément discordant qui ne plaide pas en faveur de l'authenticité. Donc, au moyen, ayant déposé une demande tout à fait officielle auprès du représentant de la direction régionale de l'action culturelle, le professeur Lucotte a eu l'autorisation d'obtenir pour ses études la réserve de l'échantillon qui avait été prélevé dans un premier temps pour expertise textile. Alors, réponse, question, s'agit-il de sang ou pas? Eh bien oui, il s'agit de sang à l'évidence. Et il faut le dire et le répéter, car il y a encore 3 ans, j'ai assisté à un congrès sur la tunique d'Argenteuil où un scientifique prétendait qu'il n'y avait pas de sang sur la tunique. Un scientifique de haut niveau, puisque c'était un ancien de l'Institut Pasteur. Et pourtant, lorsqu'on prend un fragment de la tunique, qu'on le regarde au microscope électronique, qui permet donc certes des images en noir et blanc et non en couleur, mais des grossissements très forts, eh bien, vous obtenez des photos qui montrent des hématies humaines très aisément reconnaissables. Et c'est d'autant plus étonnant d'une certaine manière que l'échantillon dont je vous ai parlé n'a pas été prélevé au milieu d'une tache de sang. En tout cas, pas d'une tache optiquement visible. Il en est assez éloigné et néanmoins, on trouve des dizaines, des centaines, des milliers d'hématies qui sont visibles, alors certaines très abîmées, mais d'autres curieusement en assez bonne forme, probablement parce que le sel de la sueur de l'homme qui a été martyrisé a conservé en partie ces hématies. Donc elles sont absolument reconnaissables, il n'y a aucun doute, le microscope électronique apporte la preuve formelle qu'il y a du sang sur la tunique et du sang humain.
Oui. Donc ça, c'est un premier pas de franchi, nous sommes d'accord. Oui. Maintenant, il y a différents éléments qui permettent évidemment d'authentifier cette tunique d'Argenteuil. On va commencer par l'ordre chronologique du livre, en parlant tout simplement, et ça me semble tout à fait évident, le tissu lui-même, la manière dont il a été tissé, la manière dont il a été monté. Est-ce que tout cela corrobore l'hypothèse selon laquelle il aurait plus de 2000 ans d'existence et surtout qu'il proviendrait du Moyen-Orient? En tout cas, ça ne le contredit pas, puisque Oui. les fils sont des fils de laine Mhm. pure. Oui. C'est important car le livre du Deutéronome fait obligation aux Juifs de ne jamais porter des vêtements qui soient un mélange de tissus. D'accord. C'était une obligation de leur religion. Mhm. Donc, le vêtement est de laine pure. Il est tissé comme le faisaient les Juifs, c'est-à-dire qu'il provient probablement d'un tissé relativement, comment dirais-je, familial. Oui. C'est-à-dire qu'on pose le métier à tisser sur 4 piquets dans le sol de la maison, et puis quand on n'en a plus besoin, on replie tout ça et on le met dans un coin de la maison. Mhm. Les fils sont tournés en Z, c'est-à-dire de manière... parce que quand on constitue un fil avec plusieurs petits fils, on en prend 4 ou 5, on peut les faire tourner évidemment dans le sens des aiguilles d'une montre ou de le sens inverse des aiguilles d'une montre. Oui, oui, oui. Et donc, il se trouve que en Palestine, eh bien, les fils étaient tissés en Z. Et cela les oppose à un certain nombre de textiles qui se trouvent ailleurs dans le monde, en particulier en Sicile. Enfin bref, Ouais, des livres ouais. entiers ont été composés sur la question par des spécialistes. Mhm. Et alors, évidemment, on ne peut pas s'empêcher à penser aux deux autres tissus qui sont les symboles du Christ et de sa passion ou de sa résurrection, le suaire de Turin et le suaire d'Oviedo. Oui. Le tissu, Ah, mais c'est pas du tout de la laine, c'est du lin. oui, Et donc le lin était réservé aux prêtres, c'était un tissu extrêmement coûteux et vous vous souvenez qu'on a donné au Christ le linge mortuaire pour pouvoir l'ensevelir. Oui. C'est un riche Mhm. qui s'appelait Joseph d'Arimathie qui a tout à fait fait ça. exact. Ouais. Et par conséquent, le tissu, le lin est extrêmement coûteux, il était réservé donc aux prêtres et aux ensevelissements. En revanche, la tunique, la laine, était un tissu un petit peu, je dirais, de tous les jours. Mhm. Et d'ailleurs, il est probable qu'il a été tissé, si c'est bien Jésus-Christ qui l'a porté, il a été tissé en tout cas par sa mère, ce qui est tout à fait logique. Et la tradition, d'ailleurs, s'en fait écho, puisque à l'époque où, avant la Révolution, existait encore le petit coffret en ivoire qui contenait la tunique à l'époque, les flancs étaient ciselés et on avait une petite scène qui montrait Marie, suivant la tradition, en train de filer la tunique. Mhm. Voilà. Vous Donc vous rendez compte enfin, c'est un vêtement peu coûteux et d'ailleurs il a été teint en rouge, ce qui évidemment a entraîné une certaine ambiguïté vis-à-vis des taches, parce qu'on se demandait à une époque si c'était de la teinture ou bien si sûr, c'était du bien sang. sûr. Ouais. Voilà. Et alors cette teinture n'est pas du tout de la pourpre, n'est-ce pas? Vous savez que Jules César avait un manteau de pourpre qu'il mettait avant de combattre les Gaulois, et on le voyait donc par conséquent de loin. Cette pourpre était extrêmement coûteuse et il est clair que le fils d'un charpentier ne peut pas porter une tunique teintée de pourpre. Donc il s'agit tout simplement de garance, avec d'ailleurs un mordant qui est l'aluminium. Vous savez qu'avant d'utiliser une teinture, on met un mordant qui est un oxyde métallique, et en fonction du mordant utilisé, d'ailleurs on peut faire varier la couleur définitive de la teinture. Mhm. Donc Mhm. teinture à la garance avec l'aluminium, Ouais. ce qui correspond aux capacités technologiques de l'époque. Ouais. Vous vous rendez compte, vous vous rendez bien compte je ne sais pas si vous avez conscience de ce que vous nous dites, ce tissu aurait été tissé par la mère du Christ. Exactement, et il paraît d'ailleurs qu'elle était très douée, car les experts des monuments historiques 19 siècles plus tard en étaient encore admiratifs. C'est un tissu de très bonne qualité qui est tissé donc très serré, en Z comme je vous l'ai dit, avec un très grand nombre de torsions, ce qui est très logique et ce qui est aussi un argument supplémentaire pour dire que c'est bien un sous-vêtement, car je ne sais pas si vous avez tenté l'expérience, mais mettre un pull sans un sous-vêtement, c'est horriblement prurigineux. Oui, tout à fait. On se gratte, on se démange. Ouais. Et donc si la laine n'est pas tissée d'une certaine manière, en étamine, comme disent les spécialistes du tissu, Mhm. eh bien elle démange.
On ne Ouais. peut pas la porter. Mhm. Alors, parlons maintenant du sujet de controverse. Là, on a encore fait un pas. Donc, le tissu ne dément pas le fait que cette tunique aurait été faite il y a 2000 ans, quelque part en Palestine. Quoique la situation précise géographique, on y reviendra tout à l'heure avec l'étude des pollens qui ont été découverts à l'intérieur. Donc, tissé, ça correspond bien à la période. Il y a bien des taches de sang. Parlons maintenant de la datation au carbone 14, qui, je suppose que tout le monde attendait ça avec extrêmement d'impatience et d'intérêt pour être conforté dans l'idée que cette tunique, ce tissu, pourrait être de l'époque du Christ. Oui, et c'est le seul élément discordant puisque la datation a dit que la tunique devait remonter probablement au milieu du Moyen Âge. Oui, 500, 600 à peu près. Voilà, Ouais, c'est ça, je ne me souvenais plus moi-même des dates. Ouais. Et alors, ce qui est important de comprendre, et je pense que vous allez m'interroger là-dessus, c'est pourquoi y a-t-il eu une erreur sur cette technique de datation qui est évidemment assez complexe. Moi, je ne suis pas moi-même carboniste, ni d'ailleurs le professeur Lucotte, et nous avons donc interrogé des gens qui connaissent bien le problème. Je vous rappelle que le centre du commissariat à l'énergie atomique, c'est quand même le département des Yvelines et le centre de recherche, et le professeur Lucotte, d'ailleurs, y a travaillé de très nombreuses années. Et donc, c'est un sujet qu'il ne connaît pas lui-même, mais enfin, il est susceptible d'interroger des gens qui le connaissent très bien. Et sa conclusion, c'est que, certes, la datation au carbone 14, bon d'ailleurs, elle a ses limites, hein, si vous interrogez des carbonistes, ils vous disent carrément que la datation au carbone 14 date faux et tout le monde le sait. Simplement, ils le disent quand ils ont un congrès entre eux. Ouais. Mais quand ils passent sur Sud Radio, ils sont moins affirmatifs pour des raisons psychologiques que vous comprendrez aisément. Bah oui, tout à fait, oui. Donc, vous remettez en cause cette datation au carbone 14. C'est pas la datation elle-même que remet en cause C'est le Gérard Lucotte, protocole, car ouais. elle a été faite par le CEA, avec une machine toute neuve et avec naturellement beaucoup de soins. Bon, il y a deux éléments, un petit et un gros. Le premier, si vous voulez, c'est que la datation n'a pas été faite en aveugle. Alors vous savez que théoriquement, quand vous faites une expertise, vous ne devez pas connaître le résultat qu'il faut trouver. Ouais. Sinon, c'est trop facile. Bah évidemment. Or, quand vous avez un rendez-vous avec un carboniste, la première chose qu'il vous fait, c'est qu'il vous demande d'où vient ce tissu, comment a-t-il été conservé, à quelle température, à quel degré d'hygrométrie, est-ce qu'il a été en contact avec des résidus organiques, est-ce qu'il a été infiltré par des eaux souterraines, qu'est-ce que vous savez d'un point de vue historique sur lui ? Est-ce qu'on en parle dans tel auteur romain ou dans telle archive de l'archevêché ? Donc vous lui dites, écoutez, je pense que c'est la tunique d'Argenteuil que je vous ai confiée, et le premier témoignage d'historique, il date de telle date. Et comme par hasard, si vous voulez, le résultat, il est conforme à la première date historique que vous avez donnée. Donc ça, c'est la première objection. Ouais. Vous savez qu'en médecine, ça ne se fait pas des choses comme ça. Quand on vous donne 2 médicaments à tester, et on fait une étude dite en double aveugle, c'est-à-dire que le médecin, qu'est-ce que ça veut dire double aveugle ? Le médecin lui-même ne sait pas Ouais. qu'est-ce qu'est la molécule A et la B. Il la donne à la moitié de ses patients, il donne la B à l'autre moitié, et puis après il voit ce que ça donne. Voilà. Et lui-même n'est pas au courant. Et à la fin, on lui dit quel était le médicament. Voilà. Ouais. Et puis alors, la deuxième objection, c'est que la technique du carbone 14, évidemment qu'elle peut être extrêmement intéressante dans certains cas, mais la datation des textiles n'est pas un bon sujet d'étude pour le carbone 14. Pourquoi ? Lorsque vous avez un élément à dater, le carbone 14 qui se trouve à l'intérieur de cet objet va se dégrader, il va diminuer suivant une courbe semi-logarithmique, et vous allez donc dater en dosant le carbone 14 et en comparant à la concentration extérieure, vous allez trouver une différence et vous allez en déduire l'époque à laquelle cet objet a été tissé. En l'occurrence, là, on date la date de la tonte des moutons qui ont servi à faire la tunique. D'accord. Bon. Si vous avez une pollution extérieure, qu'elle soit minérale, par du calcaire, en général c'est du tartre, qui est dissous dans l'eau de pluie, comme vous savez. Nous avons ça dans le fond de nos bouilloires à Paris. Ou encore des résidus organiques qui se trouvent dans le sol, des cadavres de petits animaux, de l'humus. Vous avez un apport de carbone extérieur, parfois organique, parfois minéral, qui se retrouve donc en quantité, qui infiltre le textile, et vous savez combien la laine adore l'eau de pluie. Si par hasard,
sur les côtes de la Bretagne pendant vos vacances, vous avez mis un pull quand il y a du crachin, vous rentrez à la maison avec un pull qui est 2 fois plus lourd au retour qu'au départ. Oui, oui. Mhm. Donc l'eau qui dissout le sel de calcium, le tartre de calcium, va rentrer à l'intérieur de la fibre de laine. À l'intérieur de la fibre de laine. Et là, vous aurez beau la préparer et essayer de nettoyer cette pollution avec des bains alternants d'acide, d'eau distillée et de bave pour essayer de tout dissoudre, eh bien vous n'arrivez pas à décontaminer l'échantillon que vous avez prélevé et que vous devez dater. Et donc la pollution qui reste en partie, qui n'a pas été totalement nettoyée, rajeunit le résultat que vous trouvez. Et ceci, le professeur Lucotte l'a prouvé. Il a fait subir à l'échantillon qu'il avait la préparation acide, base, acide qui a été appliquée par les 2 laboratoires qui ont daté la tunique. Il l'a repassé au microscope électronique. Alors un microscope électronique, c'est une machine merveilleuse. Vous avez une espèce de petite croix que vous déplacez sur votre champ optique. Vous appuyez sur un bouton et par spectrométrie X, vous avez la composition atomique, c'est-à-dire tous les éléments, en particulier le calcium ou le potassium, enfin bref, tout ce qui existe, vous pouvez le trouver. Et on a prouvé que 1/3 du calcium qui avait pénétré dans la tunique sous l'effet des eaux de pluie et d'autres raisons sur lesquelles je ne m'étendrai pas, était encore présent. Et donc, tout naturellement, la datation a été rajeunie. Ouais. D'accord. C'est un argument qui tient tout à fait la route, effectivement. Docteur Bornet, on fait une pause à nouveau et on se retrouve dans quelques instants pour parler cette fois-ci des poussières qui ont été retrouvées sur cet échantillon, en se demandant finalement pourquoi est-ce que la totalité de la tunique ou une partie beaucoup plus significative ne serait pas confiée à la science pour une étude beaucoup plus en profondeur. On va y revenir. Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio avec le docteur Philippe Bornet qui a écrit un livre passionnant sur la tunique d'Argenteuil en compagnie du professeur Gérard Lucotte. Ce livre s'intitule Sanguis Christi, ce qui signifie le sang du Christ en latin. Docteur Philippe Bornet, parlons maintenant des poussières qui ont été retrouvées sur cette tunique, du moins sur l'échantillon, parce que ça a participé à la vie de la tunique et donc tout l'environnement transporte des pollens, de la poussière, des choses comme ça, qui viennent se déposer dans les fibres, bien entendu. Donc, vous avez étudié cela avec le professeur Gérard Lucotte, et quelles sont vos conclusions? Alors, je voudrais redresser une toute petite erreur qui s'est glissée dans votre discours. Oui. En fait, les poussières recueillies n'ont pas été recueillies uniquement sur l'échantillon. Ils ont été recueillis sur la totalité de la tunique. C'est-à-dire que Madame Bédard, qui était chargée de l'expertise textile, qui est une professionnelle extrêmement sérieuse, commence toujours par passer avec un aspirateur spécialisé les tissus archéologiques dont elle a l'analyse à réaliser. Et donc, en passant un petit aspirateur très délicatement, évidemment, vous imaginez que eh bien, elle a recueilli la totalité des poussières qui avaient imprégné la tunique en 18 siècles. Et elle l'a remis au professeur Lucotte de manière tout à fait officielle pour qu'il en fasse l'analyse au microscope électronique. Et donc, c'est là où on a trouvé, quand je dis poussière, en fait, ces poussières, il faut voir de plus près. Les poussières, ce sont des champignons, ce sont des poussières minérales, ce sont des pollens, ce sont éventuellement d'ailleurs des petits fragments organiques, comme des petits morceaux de cheveux, de barbe, des choses comme ça. Et donc, tout ceci est d'une richesse incroyable. Alors, quelles ont été les conclusions du professeur Lucotte? Écoutez, là, on va prendre point par point. Bon, d'abord, les minéraux. Donc, les minéraux qu'on a été trouvés, c'est de la gypse, du mica, de l'argile, de l'oxyde de fer, et c'est exactement la composition qu'on retrouve dans les zones désertiques ou quasi-désertiques. Alors, déjà, et d'une. D'accord. Deuxièmement, on a trouvé du tartre. Donc je viens de vous dire à quel point c'était important parce que ça explique pourquoi la datation au carbone 14 a été faussée. Troisièmement, on a retrouvé des pollens et on a retrouvé, alors je ne veux pas vous ensevelir sous les termes latins, mais on a retrouvé un pollen, qui est un pollen d'un tamarisque, qui est un arbre qui ne se trouve qu'en Palestine. C'est une sorte de pistachier, je crois, qui s'appelle Tamarix ampeana, qui se trouve dans la Palestine
et il y en a un autre, Pistachia palestina, on ne les trouve qu'à cet endroit-là. Donc on a la certitude que la tunique a passé une partie de sa vie en Palestine. On a trouvé également des diatomées. Les diatomées sont des sortes d'organismes avec un squelette en silice, et les gens qui font de la médecine légale s'en servent, par exemple, pour savoir si quelqu'un est mort avant d'être tombé à l'eau ou s'il a été noyé. On a retrouvé une diatomée particulière qu'on ne trouve que dans les eaux de rivière. Et qui plus est, des eaux de rivière assez pauvres en résidus organiques et absolument pas polluées. On a trouvé également des sortes de moisissures qui se trouvent dans l'atmosphère, parce qu'avec la moisissure, on trouve également ce qu'on appelle un spore, c'est-à-dire un autre organisme végétal. Comme des champignons. Oui, c'est un petit peu ça. Enfin bref, ce spore est spécifique de certaines céréales, et on a retrouvé en particulier Ustilago medis et Ustilago avenae, qui parasitent, comme leur nom l'indique, le maïs et l'avoine, et qui se retrouvent présents dans l'atmosphère. Les allergologues savent très bien, ils ont des calendriers polliniques, et qui se trouvent dans l'atmosphère au plein temps. Or, précisément, le Christ, en tout cas, est mort à cette période-là, au mois d'avril, ce qu'on appelait à l'époque le mois d'Abib, ou mois des épis. Et la tunique est imprégnée de ce genre de choses. Donc, maintenant, je pose la question d'une autre manière. Une zone quasi désertique, un fleuve, probablement le Jourdain qui coule en Palestine, ça nous rappelle quand même beaucoup notre catéchisme, tout ça. Ah oui, tout à fait. Et puis ce pollen, le pollen de ce tamaris, qui ne se trouve qu'en Palestine. Absolument, il est absolument spécifique, il se trouve nulle part ailleurs dans le monde. Et alors, est-ce qu'il y a l'argument qui est tout à fait étonnant, je l'ai découvert en lisant votre livre, c'est qu'il y a des pollens qui se trouvent également sur le suaire d'Oviedo et sur le suaire de Turin, et qui sont présents également sur la tunique d'Argenteuil. Exactement, et on se demande bien troublant, à ce moment-là pourquoi la datation au carbone 14 a montré plusieurs siècles de distance entre les trois linges, ce qui est vraiment étonnant, d'autant plus qu'on a fait des études d'images sur ces trois linges, et on a retrouvé des maculogrammes, c'est-à-dire l'image, si vous voulez, le dessin des taches est superposable entre le linceul de Turin et la tunique d'Argenteuil. Alors, si vous le voulez bien maintenant, attaquons le sujet le plus dense et le plus intéressant, les taches de sang. Oui. Alors, ces taches de sang, comment est-ce que vous avez procédé pour avancer pas à pas ? Alors, l'étude a commencé donc par le microscope électronique, et le microscope électronique a montré évidemment un très très grand nombre de globules rouges, mais ces globules rouges, aux yeux du généticien, ont un petit défaut, et ils n'ont pas de noyau, et donc pas de chromosomes à étudier. Et si vous voulez faire une étude ADN, c'est-à-dire prélever la molécule principale qui constitue les chromosomes et les gènes, eh bien, vous devez trouver un globule blanc. Or, les globules blancs sont beaucoup plus rares que les globules rouges. Heureusement, la tunique étant quand même poissée de sang, couverte de sang, ce qui n'est pas le cas du linceul qui ne comporte que quelques taches, on a réussi à trouver donc des globules blancs et donc à faire un prélèvement ADN. Alors vous allez me dire, ce sont des quantités ridiculement faibles, de microgrammes, quelques microgrammes. Oui, mais c'est compté sans l'avancée donc de la biologie, qui a mis au point une technique qui permet de photocopier en quelque sorte, de répliquer avec une enzyme, 2 fois, puis 4, puis 8, suivant un mode logarithmique, donc ça augmente très vite. À partir du petit fragment d'ADN que vous avez, vous pouvez le dupliquer, le multiplier par 4, par 8, etc. Et donc aboutir à des quantités suffisantes pour être analysées en toute sécurité. Bien. Et alors, quels sont, parce que là, vous maintenez le suspense, quels sont les résultats ? Le groupe sanguin, l'ADN, des choses comme ça. Alors commençons par le groupe sanguin. Alors le groupe sanguin qu'on trouve sur la tunique d'Argenteuil est de groupe AB. Qui est un groupe rare. Qui est un groupe très rare, justement, ça tombe bien, ça nous arrange. Il y a 4 groupes, le A, le B, le AB et le O. Donc le AB est le plus rare. En Europe, c'est environ moins de 5% des gens. Même chose, c'est pas nous qui avons fait l'étude sur le suaire d'Oviedo et sur le linceul de Turin, je vous le dis tout de suite. D'ailleurs, l'étude, rendons à César ce qui est à César, le professeur Lucotte, à l'époque, faisait partie de l'équipe du professeur Saint-Prix, et c'est le professeur Saint-Prix qui a fait la détermination du groupe sanguin
qui se trouve sur la tunique d'Argenteuil. Il a prouvé que c'était du sang AB. Or, précisément, le suaire d'Oviedo et le linceul de Turin comportent du sang de groupe AB. Or, si on fait déjà de tête un petit calcul de probabilité, il y avait une chance sur 20 que la tache fût de groupe AB sur la tunique, même chose sur le suaire, même chose sur le linceul. Et par conséquent, la probabilité que les trois événements soient identiques et montrent la présence de groupe AB n'était que de 1 sur 800. Ce qui évidemment est un argument qui n'est pas définitif, mais qui est quand même déjà très fort pour dire que c'est la même personne qui a porté les trois tuniques. Ouais. Surtout si on prend l'hypothèse des sceptiques qui disent ce sont trois faux, qui ont été d'ailleurs, la datation au carbone 14 a prouvé qu'ils ont été réalisés à différentes périodes. Je donne rapidement les périodes. 640-800 pour le suaire d'Oviedo, 1200-1300 pour le suaire de Turin, lui c'est carrément du contemporain, et pour la tunique d'Argenteuil, 500-600. Oui. Donc ça voudrait dire que par un hasard absolument extraordinaire, les trois faussaires, parce qu'on ne peut pas considérer qu'il s'agit du même faussaire, il y a quasiment un siècle de différence à chaque fois. Bien sûr. Que les trois faussaires ont employé le même type de sang. Oui, bien sûr. Et en plus, ils ont fait des tâches disposées exactement de la même manière. Voilà. Ce qui paraît absolument incroyable. Et puis, bon, cette hypothèse du faussaire ne tient pas la route, puisque comment voulez-vous qu'un faussaire ait au XIIe siècle la prémonition de ce qui va être la notion de négatif photographique et qui n'existera qu'au XIXe siècle. Oui, et encore moins du résus positif, négatif. Voilà, et puis sanguin, alors, pour mieux nous brouiller les pistes, une fois qu'il aurait tissé sa tunique, probablement dans quelques villes d'Europe, il serait retourné en Palestine pour l'imprégner de pollen, et il aurait fait tomber dessus du sang AB en se disant un jour on va découvrir les globules rouges et les groupes sanguins. Donc ça aurait vraiment été un génie, si vous voulez. Oui, donc cette hypothèse du faussaire ne tient pas la route. Alors, nous en sommes donc, on continue à avancer, nous en sommes à des pollens identiques sur les trois reliques de la chrétienté, le suaire de Turin, le suaire d'Oviedo et la tunique d'Argenteuil, le même groupe sanguin, oui. AB, en plus un groupe extrêmement rare, donc c'est encore mieux. Oui. Qu'est-ce qu'on peut rajouter au dossier ? On peut rajouter l'analyse ADN. Alors. Donc l'analyse ADN, elle a été faite. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on a pu dresser la carte génétique de la personne qui a porté cette tunique, et on s'est aperçu de plusieurs choses. D'abord, c'est un homme. C'est un homme, c'est évident, puisqu'il a un chromosome Y, donc ça ne peut pas être une femme. Donc déjà point important, d'accord. Ouais. Deuxièmement, cette personne, les taches de sang proviennent d'une seule personne. Parce qu'on aurait pu croire, à la limite, vous savez, un peu comme pour le linceul de Turin, il a été restauré, recousu à certaines périodes, et on pourrait très bien concevoir qu'une religieuse, ayant voulu faire du zèle, se soit piqué le doigt et qu'une goutte de son sang soit tombée et pollué la tunique. Bon, il n'en est rien. On sait également que c'est un ADN humain, ce n'est pas du sang animal. On le savait déjà, puisque les hématies chez l'homme ont une certaine taille définie et une forme particulière, mais on en a la confirmation. Bien. Et alors, on peut également accéder aux haplotypes. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a certains haplotypes qui sont spécifiques de certaines populations et qu'on retrouve en particulier au Moyen-Orient. Or, l'haplotype de la personne qui a saigné dans la tunique est incontestablement l'haplotype d'un juif moyen-oriental. Vous savez que les juifs, dans leur longue histoire, ont subi un certain nombre de diasporas. Ils ont été en particulier persécutés non seulement par les Romains, mais également par les Babyloniens avant les Romains. Oui. Et une grande partie de la population juive avait quitté la Palestine pour la Syrie, enfin pour la Babylonie, l'Irak actuel, si vous voulez, et également une partie d'ailleurs en Haute-Égypte. Oui. Bon, eh bien, cette population particulière, vous savez, tout le monde sait ce que c'est qu'un Askénaze et un Séfarade, c'est-à-dire un juif d'origine plutôt Europe centrale, ou bien alors plutôt l'Espagne ou le nord de la Méditerranée. Là, c'est une sous-population particulière. Ce sont la population juive qui, encore aujourd'hui, n'a jamais quitté le Moyen-Orient. Alors, si vous voulez, ça fait beaucoup de coïncidences. Et on pourrait, en quelque sorte, avoir une preuve absolue si on pouvait avoir accès aux autres reliques, et si on pouvait, sur ces autres reliques, faire la même étude ADN qu'on a fait. Car une empreinte génétique, la justice les utilise, c'est quelque chose qui a une possibilité d'erreur de 1 sur plusieurs milliards. Oui, tout à fait. Et par conséquent, si on avait accès aux autres reliques, et si on pouvait trouver une
taches de sang, trouver quelques globules blancs et utiliser la même méthode qu'on a utilisée, on aurait là une preuve absolue, soit de l'authenticité, soit éventuellement de la non-authenticité de ces reliques. Ouais. Vous vous rendez compte quand même que là, ce qui sépare la question de la réponse à cette réponse, enfin à cette question extraordinaire, est-ce que les 3 reliques principales de la chrétienté viennent du même homme et viennent du Christ, la séparation est mince comme une feuille de papier à cigarette. Oui, nous sommes tout près du but, mais il y a beaucoup d'obstacles. Le premier obstacle, c'est que, comme je vous l'ai dit, la tunique d'Argenteuil a été vraiment plongée dans le sang quasiment. Elle était ensanglantée en totalité. Le linceul de Turin, évidemment, a contenu un corps d'une personne morte, et comme vous savez, les cadavres ne saignent pas. Et puis il a été embaumé, préparé en même temps. En plus, oui, mais enfin on voit quand même sur le linceul des taches de sang, en particulier sur le front, etc. Donc il y en a certainement un petit peu. Mais enfin, il faut avoir des autorisations qu'on ne donne pas sur simple demande postale, et donc ça demandera quand même du temps. Et puis ça n'intéresse pas l'Église non plus. Curieusement, parfois, on a l'impression que l'Église ne s'intéresse guère à ces reliques. J'en parlais parce que je continue à mener une petite enquête sur les petits morceaux de tunique d'Argenteuil qu'on trouve ici et là en France, dans d'autres églises. Il y en a à Paris à plusieurs endroits, et en particulier un échantillon qui devrait se trouver à Saint-Pierre de Chaillot. J'ai appris de la bouche d'un des vicaires que la relique a probablement été brûlée dans les années 60, après Vatican II, avec un certain nombre d'ornements sacerdotaux et de confessionnaux. C'est un petit peu déplorable, ne serait-ce que d'un point de vue historique, parce que qu'on soit croyant ou qu'on ne le soit pas, si vous voulez, on n'a pas le droit de malmener les traces de notre passé historique. C'est la richesse, c'est la possession de la France, si vous voulez, cette relique. Elle nous appartient, elle n'appartient pas aux gens qui ont ce fragment de tunique en leur possession. C'est le bien de tout un chacun, et donc nous avons le droit de demander sa conservation dans de bonnes conditions. Oui. Docteur Bornet, une dernière pause et on se retrouve pour la conclusion ensemble dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. À tout de suite. Les Aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Le docteur Philippe Bornet est mon invité ce soir dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Il est co-auteur avec le professeur Gérard Lucotte d'un livre passionnant sur la tunique d'Argenteuil, une véritable enquête policière digne des séries américaines. Ce livre donc est aux éditions Guitra et Daniel. Il s'intitule Sanguis Christi. Ça veut dire le sang du Christ en latin. Docteur Philippe Bornet, j'aimerais qu'on revienne quand même un petit peu sur la dernière question que je vous ai posée. Vous avez énormément avancé sur l'étude de cette tunique d'Argenteuil. Bien, résumons un petit peu, rapidement. Les pollens sont vraisemblablement, même sûrement, de Palestine. Bien. Donc ça, on est d'accord. Deuxièmement, la manière de tisser le tissu, etc., également de manière artisanale, correspondrait à cette période contemporaine du Christ. Les taches de sang, groupe AB, que l'on retrouve également sur le suaire de Turin et sur le suaire d'Oviedo. Oui. Parfait. Également, l'ADN. Alors, il ne manque plus que quelques centimètres carrés de tissu du suaire du Turin et du suaire d'Oviedo. Peut-être même pas de centimètres carrés, il suffirait de passer, comme vous l'avez dit, peut-être un petit coup d'aspirateur dessus, peut-être... Oui, ou un simple fil qui pourrait être prélevé à un endroit judicieusement choisi. Il ne manque que ça. Alors, je reviens sur cette question. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire? Il y a bien une réelle volonté, j'allais dire politique, mais après tout, le Vatican est un pays. Oui, c'est vrai, mais si vous voulez, les choses sont compliquées. Et il faut bien aussi reconnaître qu'un certain nombre de travaux, en particulier la fameuse datation au carbone 14 du linceul de Turin, a fait énormément de mal dans l'opinion publique. Oui, 1200 et quelques, je rappelle. Voilà, alors si vous allez à un dîner en ville, si vous parlez d'une relique, bon, les gens en ont vaguement entendu parler. Alors la première chose qu'ils vous disent, c'est oui, mais la datation au carbone 14 a prouvé que c'était faux. Alors bon, il faut remonter le cours du temps, etc. Et donc, si vous voulez, comme le Vatican, pour faire court, a été un peu échaudé par cette histoire-là. Parce que, bon, si vous voulez, l'Église, à tort ou à raison, pense avoir le temps, elle attend l'Apocalypse. Nous sommes des scientifiques, nous sommes très pressés. Mais enfin, bon, la notion du temps n'est pas la même, je pense, pour l'Église et pour nous. Oui. Et puis, il y a des obstacles qui tiennent au fait, si vous voulez, que chacune de ces reliques se trouve dans des pays différents, qui parlent des langues différentes.
Bon, l'italien, c'est pas trop compliqué, mais enfin, il faut... voilà. Et les personnes qui sont les custades, les gardiens de ces reliques, il faut aussi reconnaître qu'ils sont un peu très jaloux de leurs reliques, qu'ils considèrent à chaque fois comme la plus importante des trois, et ça ne va pas pour faciliter la communication entre les personnes. Vous voulez dire par là que si jamais ils prennent le risque, parce que pour eux c'est prendre le risque de mettre leur relique en danger et de s'apercevoir que ce n'en est pas une en fait. Eh ben c'est un petit peu ça, c'est courir le risque d'une déconvenue. Et puis, je peux vous dire que Gérard Lucotte a demandé aux Espagnols la possibilité de s'approcher de la tunique. Et bon, il a cru comprendre qu'ils n'étaient pas très pressés, bon c'est un euphémisme, pas très pressés de faire ce genre de choses, parce qu'ils se demandent si ça va être bien fait, etc. Bon, voilà. Les choses en sont là, nous avons énormément progressé et on progressera encore. Ouais. Et d'ailleurs, si vous me permettez de faire une petite annonce, bien sûr. Si parmi vos auditeurs, certains sont intéressés pour nous aider, il faut savoir que les travaux du professeur Lucotte sont financés par un institut d'anthropologie génétique moléculaire, c'est-à-dire une association à but non lucratif qui est reconnue par la loi de 1901 et qui se trouve à Paris, dans le 5e arrondissement, 44 rue Monge à Paris 5e, et qu'il est possible donc de participer au financement des recherches et en échange, naturellement, tout à fait officiellement, vous aurez droit à une diminution d'impôt de 60% de la somme que vous avez versée. Oui, c'était bien de le signaler en tout cas. Docteur Philippe Bornet, à la suite de cette aventure qui est loin d'être finie, puisque vous nous l'avez dit, vous continuez à suivre le fil, si je peux m'exprimer ainsi, de la tunique d'Argenteuil, oui, tout à fait. Votre conviction profonde, qui n'est peut-être pas scientifique d'ailleurs, mais quelle est-elle ? Écoutez, je crois que j'ai appris en philosophie il y a un certain temps qu'on n'arrive jamais à prouver la véracité d'une hypothèse. La preuve de la preuve, c'est toujours compliqué. Voilà. En revanche, on peut prouver qu'une chose est fausse. Oui. Et ce qu'on a pu prouver, alors ça je le crois dur comme fer, c'est que la tunique d'Argenteuil n'est pas l'œuvre d'un faussaire. Ça c'est impossible. C'est impossible. Oui, parce qu'il y a une chose que l'on n'a pas évoquée non plus, ce sont les traces qu'il y a sur la tunique, c'est-à-dire où se situent les traces par rapport, les taches de sang, les traces, parce qu'un homme qui porte une croix ou un homme qui porte, excusez-moi, mais une roue, c'est complètement différent. Oui, bien sûr. Et alors là, il faut faire appel aux travaux du professeur Marion, que nous avons résumés dans le livre, mais qui ont surtout été traités dans le livre précédent qu'il a écrit avec Gérard Lucotte aux éditions de la Renaissance. Et il a fait donc ce qu'on appelle un traitement d'image. Le professeur André Marion est connu dans le monde de l'étude des reliques par le fait qu'il a fait ressortir les inscriptions qui se trouvaient autour de la tête du Christ lorsqu'il a étudié le linceul de Turin. Oui, c'était spectaculaire d'ailleurs. Voilà. Oui, alors il a fait une étude un peu identique, parce que lui, il traite tout ce qu'on lui donne, un palimpseste, un parchemin, une image satellite avec des divisions russes qui se déplacent, et il sait tout faire, cet homme-là. Et donc il scanne ça, il numérise ça, et bon, en changeant le rouge, le vert, alors ça, moi en tant que médecin, j'y connais rien, mais si vous voulez, il peut faire ressortir les taches. Et il peut les analyser en fonction des déformations du tissu, etc. Et il a pu prouver donc que les taches ont pu se superposer. D'ailleurs, c'était assez amusant, vous savez peut-être comment ça s'est passé, c'est raconté dans le livre. Donc il a un fils qui s'intéresse au sujet, d'ailleurs je pense qu'il va faire la même profession que son père, c'est un jeune scientifique, et c'est le pauvre fils du professeur Marion qui s'est mis une djellaba sur le dos et s'est coltiné une croix en bois de 60 kilos en marchant dans le jardin de son père pendant plusieurs heures, ça devait être épuisant, pour savoir également comment se déforme le tissu lorsqu'il la croix est portée sur l'épaule gauche, etc. Et ça corrobore également le fait que cette tunique a été portée par un homme qui a trimballé une croix sur l'épaule gauche. Absolument, et on trouve d'ailleurs le croisement de la croix dans le dos de la tunique, et tout ceci est une preuve de plus en faveur de Alors, revenons à votre conviction fondamentale, votre conviction à vous profonde. C'est une tunique qui a été portée par le Christ ou pas ? Oui, je le pense. Je le pense. Il a été tissé par sa mère, Marie. À l'époque, on n'avait pas beaucoup de vêtements, probablement 2 portés en alternance. C'est lui-même qui l'a lavé. C'est lui-même qui l'a porté, et c'est lui qui a souffert à l'intérieur de cette tunique, et c'est très probablement celle dont il est question dans l'évangile de Jean, la fameuse tunique inconsutile, qui d'après les prophéties devait être tirée au sort par les bourreaux, ce qui est arrivé. Mais
quel a été votre sentiment lorsque, au fur et à mesure que vous avanciez dans ce dossier, de la voir? Il a l'impression de lire un thriller américain déjà, Ouais. et puis en même temps, tout dépend de la manière dont on vit les reliques quand on est croyant. Ce qui est mon cas. Foi ou pas, mais je veux dire, avoir un objet dont on pense, dont on est convaincu qu'il a appartenu au Christ, même si l'on n'est pas croyant, ça quand même... C'est émotionnant. Oui. C'est émotionnant. Et ben oui, cette émotion, nous l'avons ressentie. Gérard Lucotte me disait à une époque qu'il avait du mal à dormir, et je crois que nous en avons l'explication. Ouais. Merci beaucoup en tout cas, docteur Philippe Bornet, d'avoir été mon invité et notre guide à travers cette étude passionnante sur la tunique d'Argenteuil, étude menée par le professeur Gérard Lucotte et vous-même, et qui a donné lieu donc à ce livre dont je rappelle le titre, Sangus Christi, le sang du Christ. C'est aux éditions Guy Trédaniel. Merci beaucoup docteur, et à très bientôt pour d'autres résultats. Et je rappelle que si des personnes qui nous écoutent veulent aider les recherches dans ce sens du professeur Lucotte, que l'adresse de cette association, Loi 1901, qui finance ces études, sera mise sur notre site internet. Merci beaucoup docteur, à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Pour la deuxième heure, nous allons découvrir ou redécouvrir l'interview que j'ai eu le plaisir de réaliser de Nick Pope, qui fut le responsable d'une cellule d'étude des phénomènes OVNI au ministère de la Défense en Angleterre. Et je l'ai rencontré lors de son passage à Paris. Il venait invité par un repas ufologique. Il a été d'ailleurs un des 14 intervenants de la célèbre conférence de Washington qui a eu lieu le 12 novembre dernier. Je vous signale au passage que vous pouvez télécharger l'émission que j'ai consacrée à cette conférence la semaine dernière. Donc c'est une émission que vous pouvez vous procurer en podcast sur le site psyland.org. Retrouvons Nick Pope. Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio.